13h30. Marie-Théotokos d'Aguanivé, même heure à la paroisse des Saints Comboniens à Kakaveli, et dans toutes les pendules de la paroisse Bon Berger de la télévision deuxième qui s'honore très grandement de vous accueillir pour une soixantaine de minutes autour de 5 chapitres que vous allez découvrir au fur et à mesure grâce à mes invités ici présents que vous aurez à découvrir. D'ailleurs, ils sont déjà tous en place. Il s'agit dans l'ordre d'arrivée de Eric Hugues Johnson à droite, habillé en prince d'Anémor, voilà. Et puis Germain Essohana Pouli, aujourd'hui j'ai déniché son autre nom, il est le patron. Ils sont respectivement dans l'ordre donc de leur citation, patron, sinon curé de la paroisse L'Union pour la patrie entre-temps. Et puis Togo Réveil, à qui je vous prie de vous associer à moi pour souhaiter surtout une cordiale et confraternelle bienvenue et respectueuse soit-elle. Bonjour Eric. Bonjour Eric, bonjour Germain, bonjour chers amis téléspectatrices et téléspectateurs de deuxième. Et Germain Pouli, bienvenue sur ce plateau. Bonjour Eric, bonjour Eric également. Deux Eric sur le plateau. Voilà, et bonjour contre un Germain. Oui, à tous les téléspectateurs de TV2. Merci. Moi je profite de l'occasion pour souhaiter un joyeux mariage à un ami qui vient de faire, comme on dit chez nous, le mariage coutumier. Amélia, c'est ça, hein? Oui. Abou Albert, qui devient désormais Mohamed. Et sa femme, Bonfo Jolia. Je leur souhaite très joyeux mariage. Et surtout que leur union prospère, beaucoup d'argent, beaucoup d'enfants et puis surtout beaucoup de bonheur. Bien sûr. J'allais dire que le 11, qu'est-ce que vous avez fait le 11 mai? Le 11, j'ai démarré une formation sur la contribution des médias dans la lutte contre la corruption. Et sur le plan artistique, vous ressemblez à quelqu'un dont on se souvient le 11 mai? Non, sur le plan journalistique, je n'en connais pas. Artistique, je suis beaucoup plus plasticien que chanteur. Ben non, ça n'a rien à voir, c'est juste la vieillesse qui s'assume, hein, tout simplement. Okay. J'aime vous taquiner. Un peu de cosmétique. Un peu de cosmétique. Je sais que vous êtes beaucoup. Oui. Je crois que Germain, c'est l'un des journalistes culturels qui, depuis des années, s'occupe beaucoup de nos artisans, de nos artistes, etc. Et il en a beaucoup fait. On s'est connus dans le métier, mais il avait cette particularité d'être très proche des artistes. Oui, donc, ses cheveux, son dread en début, et tout ça, c'est juste pour montrer quand même sa connaissance de la chose culturelle. Il est très artistique. Il est l'un de ceux-là qui sont restés toujours fidèles à leur idéologie. Moi, je l'ai connu, j'ai fait sa connaissance dans les années, à part les années 98, 99, où on s'est croisés à Radio Galaxy. Après, je l'ai redécouvert, après qu'on se soit séparés pour chacun dans sa direction. Je l'ai reconnu dans les années 2003 surtout, au cours d'un séminaire à la maison du journalisme. C'est là que j'ai découvert un Germain très imprégné dans la culture. Il était l'un des rédacteurs d'un magazine. Alors ce que vous oubliez de dire, l'ami des artistes, c'est lui qui est à la droite, avec Starlight. Oui. C'était un magazine, je ne sais pas pourquoi il a arrêté, tous les artistes passaient par là, qu'ils soient togolais ou simplement africains. C'est vrai que c'était un magazine qui revenait très cher parce que c'était un magazine de très bonne facture, entièrement en couleur, bien tapé, bien consistant.
Et à ce titre, Eric était plus proche des artistes que moi. Tu sais le sais. Combien d'artistes? Non, je profitais surtout de toi aussi. Il ne faut pas oublier. Tu me passais des petits articles. Ce qu'on souhaite, c'est vraiment qu'il réveille ce magazine-là. Ce magazine, chaque fois on en parle, je ne sais pas pourquoi il ne veut plus le c'est vrai réaliser. que ce magazine est vraiment très coûteux pour nous. Et là, le souci qu'on a, c'est... C'est qu'il n'y a pas de sponsor? Non, pas du tout. C'est vrai qu'il faut chercher des sponsors, de la publicité et tout ça, mais c'est le recouvrement. Vous mettez un produit sur le marché et vous n'arrivez pas à faire le recouvrement. Pour récupérer, je vous dis quoi, sur 5 exemplaires, pour récupérer, je crois, 5 000 francs, vous allez dépenser au moins 7 000 francs dans les transports. Donc cela revenait très coûteux et donc on a été obligé d'arrêter. Momentanément, si on retrouve un peu les moyens financiers, on peut toujours... Mais vous n'avez pas totalement abdiqué dans vos parutions, je crois, dans chaque parution de votre bi-hebdomadaire, vous faites un clin d'œil à la culture. La preuve, je suis en train de lire ici, musique, artiste vulgaire, Myriam Dossou d'Almeda, à qui vous avez fait clin d'œil. Elle a juste essayé de dire quelque chose aux artistes qui font un peu dans du n'importe quoi. Vous savez, nous avons une moralité dans notre pays et donc quand les artistes deviennent un peu trop vulgaires, ça existe dans la culture, on ne peut pas l'ignorer puisque c'est notre vécu quotidien. Mais il y a des artistes qui dépassent un peu les bornes. Donc Myriam Dossou est en train de leur dire tout simplement, casez-vous un peu, il ne faut pas dire n'importe quoi, n'importe où, parce qu'il y a aussi l'éducation des enfants qui fait partie de ce que vous faites. Tu vois ça, et pourtant cette filière, ou du moins ce secteur est le chou gras des autorités. Quand on parle d'aide et d'assistance, les artistes sont bien lotis au détriment, pas au détriment, mais à la différence des journalistes que nous sommes. Et voilà, c'était donc pour se souvenir le passé. Et ça me rappelle encore une émission qu'il animait à Radio Zéphyr, une émission hautement culturelle qu'il animait à Radio Alors, je ne sais pas pourquoi vous avez associé le mois de mai au 11 mai. Il fallait l'associer aussi au 3 mai, qui est une date très importante pour nous. Donc, on profite pour dire au gouvernement de nous aider à avoir peut-être la même cagnotte que les artistes pour le moment, en attendant d'avoir beaucoup plus. Oui. Non, mais je crois fortement que ça va arriver du moment où aujourd'hui il y a quand même l'aide de l'État à la presse, qui est une réalité. Maintenant, on attend le fonds d'aide à la presse. Et je pense qu'il ne faudrait pas confondre les choses pour me dire qu'on va fusionner les deux. Non, c'est deux choses diamétralement opposées. Du moment où ici, le fonds d'aide à la presse, c'est un fonds où les journalistes vont proposer des projets qui seront financés. Et quand on parle de fonds de soutien, c'est ce que ça veut dire. C'est carrément différent de l'aide de l'État à la presse. Et donc, je crois que nous profitons de cette journée du 3 mai pour rappeler cela aux autorités qu'il ne faudrait pas qu'ils nous disent aide de l'État à la presse et fonds d'appui à la presse constituent la même chose. Très bien. Ça, c'est une décision. Mais ça va dans les mêmes poches. Bien. Oui, parce que quand tu prends le fonds d'appui à la presse, tu dois rendre compte forcément de ce que... Et tu ne peux bénéficier de ce fonds que lorsque tu as un projet sur la main. Ce que je voulais dire, c'est que l'aide, déjà, il faut qu'on pense à l'augmenter. Elle est un acquis? Oui, c'est comme le fonds d'aide à la culture, qui est déjà substantiel, 300-400 millions. Sinon, on a ça déjà. Après, le fonds de soutien va venir appuyer. Et comme il a dit, nous aurons droit à ce fonds que ceux qui auront mis, auront des projets sous la main à financer. Voilà. Merci d'avoir ouvert cette parenthèse qui, quand même, est utile pour nous. Ce sera, grâce à tout ça là, ce ne serait pas possible, on ne serait vu nulle part et entendu nulle part
s'il n'y avait pas des gens comme Mati Ibrahim au cadrage et puis Alexandre Tchalem à la mise en orbite pour nous faire voir à partir de partout dans le monde grâce aux applications YouTube, Facebook, TikTok. Mais pour ceux qui sont dans la région maritime, Lomé et ses environs, si vous avez encore vos petites antennes locales de 5000, 7000, aisément vous pouvez nous capter. Nous disons également merci à Makaka qui a monté la revue que vous allez voir tout à l'heure. Moi, je suis Eric Kouma, Aletoué Tanandé. Aujourd'hui, je vous ai déniché tout maintenant. Eric Kouma, Aletoué Tanandé, le prince héritier de Pabouda, de la Bina. Avant de démarrer la messe, proprement dite, juste 30 secondes pour honorer un engagement, la régie. Régional 2023 pour le développement de nos régions et l'enracinement de la décentralisation, mobilisons-nous pour la réussite des élections régionales 2023. Participons au processus dans la paix, la stabilité et la concorde nationale. Togolais vient, bâtissons la cité. À présent, la messe proprement dite avec au premier chapitre le dîner de travail du chef de l'État, Fort Esozuna Nyasingbe, et son homologue Emmanuel Macron à l'Élysée. Nous sommes en France et à Paris. Un dîner largement suivi de près ou de loin par la presse, dont voici quelques commentaires. Nyasingbe à l'Élysée le 10 mai dernier a-t-on appris de nouvelles opinions dans sa parution numéro 819 du 8 mai 2023. Selon le journal, cette visite de Nyasingbe à l'Élysée intervient après celle d'avril 2021. À l'Élysée, précise chronique de la semaine, le président Fort Esozuna Nyasingbe a été accueilli en qualité d'artisan de paix et de stabilité en Afrique de l'Ouest. Terrorisme, criminalité transfrontalière et extrémisme violent auraient été au cœur des échanges entre Fort et Emmanuel, comme le relève Ouara les vainqueurs et la dépêche qui demandait à Macron de pour négocier l'amnistie des détenus et des exilés politiques auprès de son homologue Fort. Selon la lanterne, cette visite devait servir de cadre pour évoquer le rôle notable du Togo dans la lutte contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et l'extrémisme violent en Afrique de l'Ouest et dans le Sahel, ainsi que l'engagement constant de son Excellence Fort Esozuna Nyasingbe pour la paix et la stabilité régionale. Tout ça autour d'un dîner qui a duré 2 heures d'horloge entre Fort Nyasingbe, sa délégation et Emmanuel Macron. Selon le tonnerre, ce dîner de travail à l'Élysée est un nouveau triomphe diplomatique pour Fort Nyasingbe. Selon Togo Réveil, qui nous présente cette belle image des 2 hôtes, c'est un leader ouest-africain à l'Élysée. Et je laissais tomber mon bic lorsque d'autres journaux qui ont également fait cas de cet événement ou de cette visite me tombaient sous la main. Il s'agit de l'Union, le bi-hebdomadaire L'Union, qui titre à sa une Fort Nyasingbe chez Emmanuel Macron, tout pour la paix et la sécurité. Il est sur ce plateau, il nous dira beaucoup plus. Et puis, l'éveil de la nation qui nous présente également cette belle image, cette belle pose de Macron et d'Emmanuel, et qui dit coopération, la France et le Togo renforcent leurs liens. Le détective n'est pas du reste, lui aussi a fait clin d'œil à cette visite et puis parle de la chaleur, d'une visite chaleureuse entre 2 grandes personnalités. Ils ont réfléchi et échangé autour des questions de sécurité transfrontalière et de terrorisme en Afrique de l'Ouest. L'autre journal qui me tombait sous la main, le Canard indépendant, qui dit diplomatie
comment Faure s'est refait une santé sur fond de lutte contre le terrorisme. Il ajoute que Faure et Macron ont eu un dîner entouré de discrétion. Voilà, et on en vient à nos hôtes, ici nos invités. Germain, rebonjour. Eric, rebonjour. Bonjour, Eric. La toute première qui me vient en tête, que serait aller faire ou chercher le chef de l'État chez Emmanuel Macron? Eric. Alors, Faure est allé en visite officielle sur invitation de son homologue français Emmanuel Macron. Vous savez, le Togo et la France ont un lien de coopération qui date de très longtemps. Et donc, de temps à autre, il faut que les premiers dirigeants se retrouvent pour échanger sur l'état de cette coopération-là et de voir ensemble ce qu'ils peuvent faire de mieux pour que les deux pays gardent quand même ce lien ancestral. Pour moi, cette visite de Faure Gnassingbé répond aujourd'hui des besoins de l'heure. Il s'agit forcément, au-delà des relations de coopération liées à plusieurs secteurs dont on a parlé dans un communiqué, et d'aller également échanger sur les questions sécuritaires, ce qui taraude aujourd'hui tous les pays africains en ce qui concerne le Sahel et la sous-région ouest-africaine. Et donc le Togo étant également touché, et je crois que le chef de l'État, depuis quelques années, est en train de se battre pour que ce que nous vivons, ce terrorisme-là qui est en train de décimer des populations, qui est en train de freiner l'évolution des peuples et le développement des pays, que ce terrorisme-là trouve quand même un frein. Donc Faure Gnassingbé est sur tous les fronts dès qu'il s'agit des conférences, des assemblées pour évoquer le sujet. Et donc je crois que c'est de bonne guerre, puisque la France est également un soutien pour les pays africains dans la lutte contre le terrorisme et le djihadisme. Et donc je crois que c'est tout à fait logique que les deux chefs d'État se retrouvent pour en parler. Germain, votre journal en a également fait cas. Certainement que vous aussi, vous avez des indiscrétions peut-être plus longues encore, plus détaillées par rapport à cette visite du chef de l'État. C'est la deuxième du genre, c'est la deuxième du moins. La première, c'était en 2021. Oui, en plein Covid. Oui, en pleine Covid. Celle-ci, quelle est la particularité ou du moins quelle est la portée de cette visite? Comme nous l'avons dit, comme Eric a su bien le dire aussi, c'est un leader, pour nous, c'est un leader ouest-africain qui est allé à l'Élysée, parce qu'il ne s'agit pas simplement du Togo, des relations entre le Togo et la France, mais il s'agit de sujets beaucoup plus complexes dans lesquels déjà le Togo travaille à travers le chef de l'État qui a mis en branle une certaine diplomatie. Vous savez, notre ministre des Affaires étrangères, l'un de ceux qui voyage le plus depuis un certain temps au sein du gouvernement, il a pour mission donc, à lui confier par le chef de l'État de discuter sur différents plans, surtout côté sous-régional. Eric l'a dit, et au moment où les pays africains, surtout les nôtres, cherchent à se tourner vers le développement, donc pour pouvoir s'enrichir et aider leur jeunesse, travailler pour leur population. Il y a donc ce vent d'insécurité qui les frappe tous, sans exception. À l'époque, on observait ça de loin, mais aujourd'hui, les autres pays côtiers qui étaient épargnés sont touchés, et le chef de l'État travaille énormément, et dans cette situation, il y a eu pas mal de chaos dans le pays, plusieurs situations ont causé des coups d'État, avec l'arrivée à la tête de certains pays, de certains militaires qui ont pris sur eux donc de retoucher un certain nombre de choses. On a vu un peu comment notre sous-région a été secouée, comment la CEDEAO a été amenée à prendre certaines décisions, notamment contre certains pays, et surtout le Mali.
et comment le président a énormément joué dans tout ce qu'il y a comme difficulté dans la sous-région, avec un point culminant qui a été les militaires ivoiriens arrêtés donc au Mali. Et on a vu à l'œuvre un président qui s'est finalement imposé comme un leader, qui est arrivé à concilier des positions assez difficiles à concilier, qui a réussi vraiment, comme l'a rappelé notre journal, sur le plan diplomatique, a réussi à faire certaines choses où l'ONU même n'a pas pu, où plusieurs institutions internationales n'ont pas réussi, donc la médiation togolaise a réussi, donc c'était normal que ce leader-là échange aujourd'hui avec la France qui est une puissance, avec la France aussi qui est assez mise en cause dans cette partie de l'Afrique. Plusieurs pays reprochent à la France d'être à l'origine de certains de ces problèmes. Et donc il fallait que ça se fasse maintenant, comme l'a dit un journal. C'est un entretien qui a été entouré de beaucoup de discrétion. Donc on nous a dit de façon diplomatique et officielle, globalement dans les généralités, mais c'est sûr et certain qu'il y a eu des discussions beaucoup plus profondes, le chef de l'État qui a eu aussi à prendre des positions un peu singulières dans toutes ces crises-là, parce que par moments il a été obligé de prendre des décisions qui allaient à l'encontre des décisions de la CEDEAO par exemple, au moment des sanctions contre le Mali et tout ça. Donc c'est sûr et certain que le président a eu à expliquer à la France aujourd'hui cette vision des Africains qui sont déjà pour une multiplication des partenaires, parce que beaucoup commencent par chasser la France, on va demander à la France de lâcher certains leviers, mais certains, tout pays comme le Togo qui ne disent pas va la France, diversifient déjà les partenaires et essaient de revoir un peu leur système de développement. Et je suis sûr que le président togolais a eu à revenir sur cette réalité et puis dire à la France un peu les récriminations de l'Afrique, ce que l'Afrique pense, et la France aussi sait qu'elle est en perte de vitesse. Et quand vous voyez un président Macron recevoir le chef de l'État togolais, et de la plus belle manière. Au moins de 2 ans, et cet accueil-là a choqué plus d'un. C'est quoi justement, vous avez embrayé sur la question qui me vient en tête en même temps. Je vais la poser d'abord à Eric et vous la reprendrez après. Est-ce que cette visite, avec tout ce que nous avons vu, vous avez vu cette photo où Faure et puis Emmanuel avec un parapluie que Emmanuel tenait pour Faure, est-ce que ça ne peut pas lui attirer de la jalousie de la part de ses pairs et autres, sachant que, parlant des indiscrétions, les gens peuvent penser des choses qui forcément ne peuvent pas être orthodoxes. Vous savez, nos chefs d'État ont leurs relations singulières. Macron et Faure ont leurs relations. Macron et Macky Sall aussi ont leurs relations. Le tout dépend de comment ces deux personnalités-là vivent leurs relations. Et les gèrent. Donc, je crois que s'il doit y avoir des jaloux, ça ne peut qu'être ceux qui aujourd'hui sont en mal à point avec Emmanuel Macron. Et donc je crois que jamais à toucher du doigt un problème, un souci permanent de l'Afrique aujourd'hui. Vous voyez, il y a aujourd'hui encore 2 blocs qui se battent aussi bien sur le terrain militaire que sur le terrain diplomatique. Et c'est la Russie qui est là et le bloc occidental. Quand je parle de la Russie, c'est y compris tous ses alliés, tous ses soutiens. Et donc, sur le plan diplomatique, ce qui se passe, c'est qu'il y a certains pays qui veulent avoir de bonnes relations avec tout le monde. Ça, c'est le cas du Togo, puisque le Togo est en train de pratiquer aujourd'hui une diplomatie de développement. Et quand on parle de diplomatie de développement, c'est qu'on ne va pas toucher autre chose que tout ce qui concerne le développement. Et donc, le Togo fait en sorte que
cette diplomatie-là soit mise en branle avec tous les pays. Il ne doit pas y avoir de déception. Donc, quelque part, on peut parler d'une certaine neutralité du Togo vis-à-vis des deux blocs. Et donc, le Togo, comme certains pays africains, veulent diversifier leur relation, leur diplomatie avec les pays. Que vous soyez du bloc proche de la Russie ou que vous soyez du bloc proche des États-Unis ou des Occidentaux. Mais le Togo veut quand même avoir une très bonne relation avec tout le monde. Et c'est le cas de plusieurs États africains. Et c'est là où il y a des difficultés avec la France. Quand on prend le cas du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée aujourd'hui, qui franchement n'ont pas une très bonne relation avec la France aujourd'hui, qui était leur colonisateur. Nous, on a été sous mandat, donc la France n'est pas notre colonisatrice. Donc, si ces pays-là, qui sont aujourd'hui proches du bloc soviétique ou de la Russie, ont des problèmes avec la France. Et donc, le chef de l'État, en tant que leader, je pense qu'il doit expliquer. Il doit expliquer à Macron qu'aujourd'hui, il ne s'agit plus de parler d'une relation dictée par le colonisateur. Donc, nous sommes devenus quand même des États indépendants depuis plus de 60 ans. Nous sommes assez mûrs pour décider avec qui nous voulons faire notre relation. Et donc, il faut qu'on explique cela et qu'on pose le problème dans sa globalité. Je crois que dire qu'il va y avoir des jaloux par rapport à cette très bonne relation de convivialité entre Faure Gnassingbé et Macron, je crois que c'est... Vous vous en doutez. La séquence la plus commentée, Germain, surtout sur les réseaux sociaux, c'est l'accueil très chaleureux qui a été réservé à Faure Gnassingbé, jeune président d'un petit pays comme le Togo, dans un grand pays, une puissance de surcroît économique, et surtout cette image qui montre Faure Gnassingbé, vous la verrez, cette image, vous l'avez vue, Faure Gnassingbé sous un parapluie tenu par Emmanuel Macron. En tout cas, pour moi, c'est la photo du siècle, je l'ai dit. Quel commentaire vous en faites? On voit que, comme nous on l'a dit, c'est un leader que Macron reçoit, c'est pas le président du pays du Togo, parce que le Togo n'est pas la plus grande puissance économique ou en termes de population dans notre sous-région. Mais aujourd'hui, avec la diplomatie du chef de l'État, notre pays est beaucoup plus influent que ses voisins comme la Côte d'Ivoire, le Nigeria et tout cela. Donc c'est un président pratiquement d'une sous-région ouest-africaine que Macron a reçu, et ça s'est matérialisé par cette image assez symbolique. C'est Macron qui tient le parapluie comme pour rendre un honneur, pour servir le chef de l'État. Vous savez qu'il y a la garde républicaine là-bas, un militaire aurait bien pu s'occuper de ce travail-là, tenir le parapluie pour les deux chefs d'État, même Macron l'a fait. Et cette image contraste avec celle du Burkina Faso, où Macron était allé en temps, il ne voyait pas le président Roch-Christian Kaboré, et il disait que ce président est allé réparer la clim. Est-ce qu'il est allé pour réparer la clim? Et c'était une humiliation pour le président burkinabé, c'était une humiliation pour l'Afrique aussi, qu'un président français dise d'un président qu'il allait réparer la clim. Et c'est toute autre chose qu'on a vu la dernière fois, voilà, avec plutôt lui qui sert, le président togolais. On sent beaucoup de respect, mais en même temps, on n'est pas naïf. On sait que c'est commercial tout cela aussi. On sait que le président Macron se dit, mais vu que Faure Gnassingbé commence par avoir de l'influence dans cette zone, c'est toujours une bonne chose
d'être proche de lui, surtout dans une période où la plupart des pays, on voit monter un sentiment anti-français, on voit des pouvoirs aussi, certains demander carrément à la France, notamment sur le plan militaire, de dégager, et on voit certains virer les ambassadeurs et un certain nombre de choses qui se fait. C'est toujours bien d'avoir avec soi, ou en tout cas d'être en bon terme avec un président comme le président togolais qui, comme l'a dit Eric tout à l'heure, a réussi à être bien avec tout le monde, qui a réussi à garder une certaine neutralité et qui a réussi à ne voir que les intérêts de l'Afrique et les mettre en avant. Et partout, les Africains se trompaient même dans leurs décisions. Et il a eu quand même le courage de dire un certain nombre de choses et d'agir sur le plan diplomatique pour faire corriger certaines situations. Donc, pour la France aujourd'hui, qu'on ne se trompe pas, la France a intérêt à être aussi bien avec un tel président qui, grâce à sa neutralité, grâce à son impartialité, à son efficacité sur le plan diplomatique, aujourd'hui a écouté de se faire, arrive à démêler certaines situations très compliquées et que de grandes puissances ou de grandes organisations internationales n'arrivent pas à régler. Donc c'est l'image qui a choqué un peu les adversaires du président Faure, parce qu'ils ne s'attendaient pas. Ça, c'est pas un tapis rouge, c'est mieux que dérouler le tapis rouge. C'est carrément... le tapis serait mouillé en son temps. Voilà. Donc ça fait plaisir de voir quand même que Macron, quelque part aussi, qui a fait un discours tout dernièrement, il parlait des nouvelles relations avec l'Afrique, essaie de matérialiser cela, parce que le temps n'est plus à la Condesse et à une posture de supérieur, mais là il y a une certaine humilité dans ce comportement du président Macron. Ben oui, voilà, on vous tient le parapluie, venez par ici, et donc on sent un certain respect, et en même temps c'est un respect pour l'Afrique en général, qui va bien dans ce que Macron avait su reconnaître, un peu l'arrogance de la France. Et aujourd'hui, il faut revenir à l'humilité. On a vu un peu cela. Aujourd'hui, il faut considérer l'Afrique comme des partenaires. Et cette image aussi traduit bien un peu que Macron est en phase avec ce qu'il avait dit, en tout cas. Même si c'est en apparence, ça reste quand même des images assez symboliques et assez fortes. Et nous sommes vraiment heureux parce qu'avant Faure Gnassingbé, on a vu le président Macky Sall, on a vu Ouattara aller, on a vu le président du Niger, mais on n'a pas vu un accueil de cette nature-là. Et donc ça fait quand même plaisir en tant que Togolais. Cela signifie également qu'il y a une certaine proximité entre les deux chefs d'État et le respect mutuel qui fait désormais que les deux pays peuvent échanger en se disant, comme on le demande, égal à égal. C'est-à-dire une relation gagnant-gagnant. Horizontale et non verticale. Très bien, bravo donc à notre chef de l'État, à notre champion, à notre chef de l'État, Faure Essouzmena Gnassingbé, et j'espère qu'on le sentira dans d'autres pays avec la même chaleur d'accueil et le même respect. C'est tout le Togo et comme l'a dit Germain Pouli, c'est l'Afrique qui est ainsi honorée. Pendant que Faure Gnassingbé séduisait les Français à l'Élysée, son ministre des Affaires étrangères, Robert Doucet, recevait, quant à lui, des honneurs de la part des plus hautes autorités du Mali. Il a été fait commandeur de l'Ordre national du Mali, une distinction honorifique qu'il a reçue des mains propres du chef de l'État, du chef de la transition, le colonel Assimi Goïta. Nous l'avons appris sur les réseaux sociaux et quelques journaux en ligne en début de fin de semaine, pendant que vos journaux étaient déjà en week-end. Alors, Eric, qu'est-ce qui lui aurait valu cette distinction? Vous n'êtes pas dans son palais, mais certainement avec vos grandes oreilles de journaliste, vous auriez appris quelque chose pour nos téléspectateurs. C'est vrai que nous ne sommes pas dans les secrets de Dieu, sauf que nous lisons un peu, nous analysons un peu les situations et nous évoquons les sujets. Je ne sais pas si vous
vous vous rappelez de la rupture de la coopération entre l'Union européenne et le Togo pour raison d'insuffisance ou de déficit démocratique. Hein, et je compare aujourd'hui Robert Doucet à ce monsieur-là qui a beaucoup aidé le Togo. Il s'appelle Louis Michel. Il était le président de la commission de développement de l'Union européenne en son temps. Et c'est le père de Charles Michel, oui, l'actuel président de la Commission européenne. Et donc ce monsieur, au cours d'une conférence, a dit à ses pairs européens, vous savez, ce pays est en difficulté. Nous avons rompu la coopération, mais est-ce qu'il ne faudrait pas aller vers ce pays-là, l'écouter et lui faire des propositions pour qu'on sorte de cette situation qui, en réalité, ne favorise aucun développement, qui punit plutôt la population que les dirigeants. Et donc, après cette déclaration solennelle, je crois, Louis Michel a commencé un rapprochement entre le Togo et son partenaire européen. C'est là où des discussions ont commencé et finalement, Edem Kojo, perd son âme, le Premier ministre en son temps, est allé signer les 22 engagements qui ont en quelque sorte acté la reprise de la coopération de l'Union européenne avec le Togo. Je crois que Robert Doucet est dans ce rôle avec le Mali. Pourquoi? Vous savez que quand la CEDEAO et les autres institutions internationales ont rompu leurs relations avec le Mali, les sanctions économiques ont été très dures à supporter par les populations. Les gens racontaient n'importe quoi, que non, que la population ne ressent pas ça, que l'État malien a encore des moyens. Non, mais c'est faux. Et donc, je crois, avec cette diplomatie du Togo, incarnée par Robert Doucet, on a eu la levée des sanctions économiques de la CEDEAO contre le Mali. Et aujourd'hui, je crois que cette diplomatie-là continue et Robert Doucet est tout le temps sur le terrain. Jamais disait tout à l'heure qu'il était en 2 avions. Et c'est le ministre togolais qui voyage le plus. C'est tout à fait normal. Et par rapport surtout à ce sentiment que nous, peuple africain, sommes déjà dans la précarité. Et nous allons maintenant enfoncer nos frères maliens, il faudra toujours trouver une solution. C'est pour ça qu'il a essayé, sous les instructions ou les conseils du chef de l'État, de rencontrer très souvent les autorités maliennes. Surtout le président Assimi Goïta, le président de la transition, pour que le Mali aussi mette un peu d'eau dans son vin, qui se rougissait de trop. Il y avait trop de rougeur dans ce vin. Il fallait mettre un peu d'eau. Et donc, je crois que... Le blanchir, en fait. Oui, le blanchir. Non, mais c'est de diluer, pour que ça ne soit pas trop rouge. Et donc, je crois que ça a permis quand même de lever certaines sanctions contre le Mali. Aujourd'hui, il y a eu la situation avec la Côte d'Ivoire, où le Togo a joué un rôle important de médiateur dans cette crise. Et c'est Robert Doucet qui était la cheville ouvrière de ce rapprochement entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Entre-temps, oui, il y avait eu des blocages parce que les deux protagonistes n'arrivaient plus à s'entendre sur le minimum. L'État malien campait sur sa position et qui voulait forcément mettre en prison les 49 militaires arrêtés.
et l'État ivoirien aussi qui disait non, que ce ne sont pas des terroristes. On les avait arrêtés sous quel... un coup d'État. Oui, pour déstabiliser un pays souverain. Donc l'État ivoirien aussi disait que ce n'était pas des terroristes, donc il faudrait qu'on les lâche, sinon des représailles, etc. Donc je crois que le Togo a encore joué un très grand rôle dans la libération de ces 49 militaires. Et comme ça se fait, je crois que c'est une reconnaissance à ce ministre qui a beaucoup travaillé sur ce sujet-là. Germain Oui, mais Robert Doucet, quand il a reçu ce prix, il a dit que c'est une reconnaissance qui vient au Togo, et ça marque aussi les bonnes relations qu'il y a non seulement entre les autorités togolaises et maliennes, mais entre les peuples du Mali et du Togo. Et comme je le disais, et comme Eric l'a repris, je disais que Robert Doucet voyageait beaucoup, tout simplement parce que le chef de l'État lui a demandé de faire une diplomatie différente de celle qui se faisait avant. C'est une diplomatie tournée vers le développement. Donc il ne s'agit plus d'aller, non, qu'est-ce que le Togo peut gagner économiquement dans ce pays, et donc vous verrez que il va dans des pays que le Togo fréquentait peu, il a noué des relations d'exemption de visa, de certains échanges entre plusieurs pays. Et quand cette crise-là a commencé, vous savez, le chef de l'État togolais n'est allé que 2 fois au Mali. La première fois, c'est quand il y avait un embargo où aucun avion étranger, en tout cas de la sous-région, ne pouvait atterrir au Mali. Par miracle, le chef de l'État avait atterri au Mali, à Bamako, et il est retourné une 2e fois à la veille de la libération des militaires ivoiriens. Mais pendant ce temps, le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères, Robert Doucet, a fait plusieurs allers-retours entre Lomé et Bamako pour essayer de régler un certain nombre de choses. C'est dire que il était chargé dans des instructions du chef de l'État, il a fait son travail et les Maliens ont voulu donc l'honorer, le reconnaître. Donc ces 2 images symboliques, au moment où Macron, même si ce n'est pas un honneur officiel qui donne au président togolais, le reçoit avec tous les honneurs, au même moment les Maliens aussi honorent le Togo à travers son ministre des Affaires étrangères. Donc vous voyez 2 pays qui aujourd'hui s'affrontent et qui reconnaissent tous les 2 la valeur du Togo et l'importance du Togo dans la vie de chaque pays. Donc c'est dire, encore une fois, c'est un statut de neutralité qui a beaucoup arrangé le pays. Mais en même temps, il faut du courage parce que nous sommes dans un monde où les gens ont tendance à se ranger du côté des plus forts pour éviter... Mais le Togo se dit non. On peut aider aussi aujourd'hui, les forts le reconnaissent parce que le Togo peut être utile aujourd'hui à ces forts-là parce que le Togo arrive à faire ce lien, le Togo est arrivé à donc s'imposer comme un pays neutre, un pays quand même qui a une vision, c'est celle du développement de l'Afrique, un pays qui voit aussi en charge les intérêts de l'Afrique. Et vous allez voir quand Eric en parlait lors des sanctions contre le Mali, le Togo, c'est le Togo qui a expliqué aux autres pays de la sous-région que nous-mêmes on se sanctionnait en sanctionnant le Mali et qu'on punissait nos peuples. Au même moment que le peuple malien souffrait, le peuple togolais aussi souffrait des sanctions là qu'on infligeait. Et donc, je crois qu'il a quand même ouvert les yeux à ses collègues, les autres, ses homologues de la sous-région. Et à partir de ce moment-là, je crois que le Togo a commencé à être vu autrement. À être vraiment vu autrement jusqu'au dernier succès avec la libération des militaires ivoiriens. Donc aujourd'hui, on ne peut que se réjouir de cette distinction que le ministre des Affaires étrangères reçoit des autorités maliennes. C'est pour dire que le Mali est content du travail fait par le Togo. La France aussi commence par apprécier ce travail-là. On espère que sur le plan international et sur d'autres fronts, le Togo va engranger les mêmes victoires diplomatiques. Le peuple togolais, par ce plateau et par notre voix, dit vraiment merci et bravo au chef de l'État et surtout félicitations
à son ministre des Affaires étrangères qui, franchement, mouille le maillot et tout le monde le voit. Félicitations une fois encore. Nous allons entamer un autre sujet, celui des élections, du sentiment. Plusieurs journaux sont revenus sur la révision des listes électorales dont ils ont constaté la fin et tout ce qui s'en est suivi ou s'ensuit. J'ai tendu mes oreilles à quelques rédactions et voici ce que j'ai pu entendre ça et là. Dysfonctionnement lors du recensement dans la zone 1. Le gouvernement monte au créneau et interpelle la CENI. Apprend-on de chroniques de la semaine. Retard dans la fourniture du matériel de recensement, dysfonctionnement à plusieurs endroits des machines, exigence de la présentation des anciennes cartes par certains opérateurs. Telles sont les observations relevées au cours du recensement dans la zone 1, comme le souligne la lanterne. Togo, décevant recensement dans la zone 1. Lit-on dans Flambeau des démocrates qui met la Commission électorale nationale indépendante, le gouvernement, les OPS et la NPE sur le banc des accusés. L'intelligent a constaté la fin du recensement électoral dans la zone 1 malgré ces couacs, laissant des milliers de citoyens en âge de voter encore sur les carreaux malgré 2 jours supplémentaires. Germain Eric, jamais Togolais et Togolaises ne se sont autant mobilisés pour une telle opération. Je veux dire, le recensement électoral. Que se cache-t-il derrière cet engouement constaté cette année? Homonyme. Alors, c'est pas la première fois. Hein. Il faut se rappeler que la toute première élection, c'était en 93. Hein. Quand je parle de l'ère démocratique, c'était en 93. Où on devait aller aux élections présidentielles. Après, la conférence nationale souveraine et tous les accords qu'il y a eu. Et donc, les Togolais s'étaient également mobilisés en son temps pour aller à ces élections. Mais je dis, cette fois-ci, il y a, comme on dit, cet adage qui dit que les conséquences corrigent mieux que les conseils. Oui, on est allé aux élections législatives, aux 2018, élections communales, et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas assez d'engouement. C'est par rapport à ça justement que vous dites qu'il y a un engouement cette fois-ci. Tout simplement parce que il y a eu beaucoup de choses. D'abord, je parle de cette période de Covid où le gouvernement, l'État togolais a décidé d'octroyer un peu de sous à ceux qui avaient une situation très précaire. Et donc, ce programme Novici, certains n'ont pas pu avoir ne serait-ce que les 15 000 ou je ne sais pas là. Et ça a créé des soucis. Puisque avant ces élections, on avait même demandé aux Togolais de ne pas aller se faire recenser. Mais les gens, ma foi, ils ont comment dire, appelé tous les dieux contre ceux qui leur avaient demandé de ne pas aller se faire recenser. Aujourd'hui, personne ne veut rester là. Et curieusement, les partis politiques également qui n'avaient pas appelé les gens à aller se faire recenser sont sortis aujourd'hui pour demander à tous leurs militants, sympathisants et toutes les populations d'aller se faire recenser. Je crois que tout ça a conduit quelque part les Togolais à aller vers massivement pour se faire enrôler. Voilà. Germain, mobilisation, vous l'avez constaté certainement, mais la question, je vais la poser avec un peu plus de précision. Tout ça,
est-ce que les gens sont allés se faire recenser pour avoir la carte et aller voter, ou c'est à d'autres fins? Ça, je ne sais pas. Bon, on saurait le dire, mais on ne peut pas dire que tout le monde, tous ceux qui ont la carte votent. Est-ce qu'on pourrait avoir ce même nombre-là le jour du vote? Oui, ben, j'arrive. Je crois que cette fois-ci, il y a une mobilisation assez exceptionnelle parce que la carte d'électeur, les gens ont compris, sert à autre chose que d'aller aux élections. Ça sert déjà de pièce d'identité pour un certain nombre d'activités. Vous allez quelque part et vous savez, plusieurs Togolais n'ont pas la nationalité ou pas du certificat. Ils ont la nationalité mais ils n'ont pas encore le papier. Beaucoup n'ont pas, ceux qui ont la nationalité, certains n'ont pas de carte d'identité. Et donc ça fait que parfois vous êtes dans des situations auprès de certaines institutions, vous demandez une carte. Et en dehors de la carte d'identité ou du passeport, on accepte exceptionnellement la carte d'électeur. Oui. Donc, Eric disait qu'il y a eu ce projet Novici, on avait dit ceux qui n'ont pas de carte pourraient quand même justifier leur statut de Togolais par une carte d'électeur, ce que certains n'avaient pas. Et ils ont regretté. Donc aujourd'hui, les gens ont compris l'importance de ce document, qui peut être un palliatif à une carte d'identité. Maintenant, est-ce que tous ceux qui se sont fait recenser, est-ce qu'ils vont aller voter? Et comme Eric le disait, il y a certains partis qui n'ont même pas appelé les gens à aller se faire recenser, mais ils sont allés demain. Donc, est-ce que c'est un plus pour les partis politiques, le fait que les Togolais se recensent beaucoup plus? Est-ce qu'ils ont compris l'enjeu de l'élection? Parce que là, avant de poursuivre l'émission, vous avez diffusé un spot tout à l'heure qui appelait les Togolais à participer aux prochaines élections. Donc, est-ce que ce genre de message aussi a joué pour la mobilisation pour ce recensement? On attendra de voir le jour de l'élection, voir si le taux de participation a beaucoup augmenté comme ce qu'on a vu. Et là, on pourrait comprendre aussi que les citoyens ont compris l'importance de leur rôle dans ce qui est en train de se faire. Mais la première raison aujourd'hui, c'est que c'est une pièce d'identité qui peut servir à autre chose qu'à aller voter, et plusieurs Togolais l'ont compris. Sinon, généralement, vous savez, les Togolais n'aiment plus trop leur classe politique. Il y a eu beaucoup de désamour, surtout au sein de l'opposition, où beaucoup ont perdu les plumes et ont du mal aujourd'hui à rassembler les populations derrière eux. Et si tout ça se confirme, peut-être on le verra au niveau des élections, mais on ne saura le dire tant qu'il n'y a pas encore eu ces élections. Pour qu'on voit le taux de participation. D'avis personnel, il faut voir pourquoi cet engouement, personne ne comprend réellement, mais on sait que les gens savent désormais qu'ils peuvent utiliser leur carte pour autre chose que pour aller voter. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, quand vous appelez, nombre de citoyens, vous leur demandez quels sont les enjeux de l'élection régionale. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas, puisqu'il n'y a pas encore une communication en tant que telle sur les élections régionales. On a annoncé, tout le monde sait qu'il y aura des élections régionales, mais à quoi ça va servir effectivement? Les citoyens ne comprennent pas encore pour que les gens se décident à aller chercher leur carte pour participer à cette élection. Donc je dis que c'est parce que les gens ont compris que cette carte d'électeur est vraiment primordiale dans leur vie, parce que vous n'arrivez pas, pour la plupart de nos citoyens, surtout dans les villages et tout ça, qui n'ont pas de carte d'identité, parce que aller faire une carte d'identité, ça te coûte déjà 5 000 francs. Pour parler du passeport, ça te coûte 30 000 francs. Les gens disent qu'ils n'ont pas le moyen pour aller faire ça. Mais la carte d'identité, elle est gratuite. La carte d'électeur, elle est gratuite pour l'avoir, et ça peut te servir comme dans le programme Novice. Mais mon intuition anticipe sur une image ou une situation qu'on risque d'avoir pour vraiment faire respecter à la carte son identité. On a dit carte d'électeur. J'ai rêvé, et si je me mets dans la peau de Freud pour interpréter mon rêve, son sens patent et son sens latent. Le sens patent, j'ai rêvé que on a
demander aux gens qui allaient se faire voter, qu'on voulait voir sur leur carte d'électeur, un tampon, qui allaient utiliser leur carte pour d'autres fins, qu'on exigeait de voir sur leur carte d'électeur à voter. Vous voyez ça? Ok. À voter. Donc, je suis en train de voir une situation qui nous amènera par là pour amener tout le monde détenteur de cette carte, effectivement, à aller voter. Généralement, ils ne mettent pas ça sur la carte. On ne met pas ça, je ne mets pas ça sur la carte. Mais on peut exiger ça cette année, cette fois-ci, pour amener les gens vraiment à faire bon usage de ces cartes. On ne va pas tarder là-dessus. C'est un rêve que j'ai fait. Et donc, je vous ai présenté le contenu patent. Et ça, l'analyser, à le psychanalyser pour trouver le contenu manifeste. C'est comme dans certains pays scandinaves où le vote est obligatoire. Chez nous, le vote n'est pas obligatoire. Voilà. Donc, on ne peut pas exiger ça d'un citoyen parce que le faire, c'est aller contre la loi. Parce que notre constitution dit que le vote est libre. Et donc, si on veut exiger cela, on sort du cadre. On sort carrément du cadre. Voilà, le temps nous poursuit. Nous sommes presque arrivés à la fin, mais les effets secondaires de cette mobilisation, c'est la non-contenance des populations qui serait à l'origine de la polémique qui s'enfle au jour le jour depuis la fermeture des centres ou bien des portes dans la zone numéro 1 où on parle d'irrégularité et de raté. Le paradoxe, Eric et Germain, c'est que la CENI, en plaidant coupable, dit que les résultats sont à l'issue donc de cette première phase sont largement au-delà des attentes. Et ça, je n'ai pas compris grand-chose. Peut-être vous non plus. On dit que les résultats sont largement au-delà des attentes, mais en même temps, on plaide coupable pour les irrégularités et puis tout. Les irrégularités et les dysfonctionnements. Oui, c'est normal. Là, je crois que la CENI a reconnu qu'il y a eu qu'il y a eu des dysfonctionnements dans son dispositif. Il y a eu de longues queues d'attente. Les gens n'ont pas été servis à temps ou n'ont pas du tout été servis. Et c'est pour ça qu'il y a eu 2 jours qui ont été ajoutés. Moi-même, j'avoue que c'est quand on m'a annoncé qu'il y avait les 2 jours. Donc, c'est dans ce second délai-là, parce que la zone où je suis, il y a tellement de monde que j'ai dû aller dans mon ancien centre de vote. Donc, j'habite plus là-bas, mais je suis allé là parce que c'était plus léger, j'ai pu le faire. Donc, la CENI l'a reconnu, mais après, la CENI fait toujours une sorte de projection par rapport au recensement général de la population. La CENI a une idée des gens qui ont du sexe, de l'âge et des gens qui sont dans une zone, ceux qui ont l'âge de voter à peu près. Et donc, selon ces projections, la CENI peut se dire, bon, on a enrôlé suffisamment ou c'est proche ou c'est au-delà de ce qu'on projetait. Mais la réalité aussi, c'est que certains n'ont pas pu quand même se faire enrôler. Est-ce qu'ils sont nombreux? On ne connaît pas leur nombre. Mais en même temps, quel que soit les prorogations qu'on fera, vous verrez qu'il y aura toujours du monde. Il y en aura qui ne viendront pas dans les délais impartis et qui attendront qu'on projette. Maintenant, est-ce que on peut se satisfaire? On peut dire non, parce que la sortie du gouvernement lors du dernier conseil des ministres veut dire que le gouvernement n'est pas satisfait. Pas du recensement, mais de la façon dont ça a été fait. Donc ces imperfections-là, je pense que le gouvernement a demandé à la CENI de prendre le temps et de mieux organiser les choses avant de le faire dans les zones qui restent à faire, d'où ce communiqué de la CENI qui a annoncé le report. Maintenant, on peut demander pardon, on peut reconnaître des erreurs, mais on peut aussi se féliciter du résultat qui a été atteint en termes de personnes enrôlées par rapport aux prévisions que la CENI faisait dans cette zone. D'accord. Eric, on annonce le report de... Pas du tout d'accord avec cette façon de dire les choses de la CENI. Et du moment où on vient de finir un recensement général de la population, ça veut dire que la zone
dans laquelle on veut faire le recensement, on devrait déjà avoir une idée sur la population en âge de voter. Et donc, on ne peut pas dire que les résultats ont dépassé nos attentes. Vos attentes, c'est quoi? C'est d'enrôler tout le monde. Tout le monde. Et lorsque vous n'atteignez pas cet objectif, mais vous n'avez rien fait. Maintenant, la CENI qui, aujourd'hui, dit que oui, je reconnais qu'il y a eu des dysfonctionnements. À la veille de ce recensement, il y a eu quand même un test des machines qui devaient permettre de faire cette opération. À la veille de ce recensement, il y a eu une formation des opérateurs de celle-ci. Alors, le problème se trouvait à quel niveau? À ces deux niveaux. Et donc, la CENI ne peut pas se permettre de dire on est satisfait de cette opération. Non. Et je crois que même si aujourd'hui la CENI dit nous arrêtons, nous ne démarrons pas dans la zone 2 et ne donne pas de raisons suffisantes, c'est-à-dire que ce report-là n'étant pas motivé... n'explique pas je crois que ce n'est pas au gouvernement de demander à la CENI de reporter le démarrage de cette opération dans la zone 2, du moment où on dit que la CENI, elle est indépendante. Et donc, le gouvernement ne peut pas s'ingérer dans le fonctionnement de la CENI. Que la CENI dise clairement aux populations, nous voulons remettre les choses à plat, nous voulons remettre les machines qui ont servi, puisque c'est les mêmes machines qu'on va déployer dans la zone 2, et il paraît même que c'est les mêmes opérateurs qui vont se retrouver dans la zone 2. Donc, nous voulons remettre les choses le compteur à zéro en bonne place pour pouvoir faire un très bon recensement. Mais se féliciter de cette opération-là, je crois que la CENI n'est pas en train de faire une bonne communication. Très bien. Là, on se pose la question, certains se posent la question, si ce report des opérations dans la zone 2 et 3, est-ce qu'on va revenir dans la zone 1 où tout le monde n'était pas enrôlé pour recommencer, compléter? Bon, c'est des questions que des gens se posent, mais qui peuvent peut-être travailler un peu l'esprit des responsables de la CENI, pourquoi pas. Eric, faut pas dire que faut pas te poser. Est-ce qu'il est possible qu'ils reviennent recommencer dans la zone 1? Faut pas se poser de questions. C'est le souhait des populations. D'accord. Les populations veulent qu'on revienne encore dans la première zone pour pouvoir enrôler les citoyens qui n'ont pas pu le faire pendant la première période. Et là, ce sera quand même un très bon truc pour la CENI. Très bien. Nous l'espérons et nous le souhaitons vivement. Alexandre, avant de continuer, de terminer, encore ce message. Élections régionales 2023. Pour le développement de nos régions et l'enracinement de la décentralisation, mobilisons-nous pour la réussite des élections régionales 2023. Participons au processus dans la paix, la stabilité et la concorde nationale. Togoléviens, bâtissons la cité. Voilà. Avant de terminer avec ce qui se passe au Soudan et qui ressemblerait à l'affaire Ukraine-Russie, parlons de la société autonome de financement de l'entretien routier, SAFER, qui, comme nous disent Ouara les vainqueurs, le journal Ouara les vainqueurs et puis chronique de la semaine, a présenté son rapport d'exécution financier pour le compte de l'année 2022. Eric et Germain, selon ce rapport, la SAFER aurait mobilisé 30 milliards 459 millions 978 106 francs CFA, de nos francs. Donc, à quoi auraient servi ces fonds, Germain? Mais à quoi auraient servi ces fonds?
c'est d'entretenir la route. SAFER, c'est la société autonome de financement de l'entretien routier. C'est l'organisme qui se charge de collecter l'argent pour entretenir les routes, pour tracer aussi certaines pistes dans les zones rurales. Et entretenir la route, c'est beaucoup d'argent, et selon les prévisions, je crois que la SAFER attendait au-delà de 32 milliards, donc à mobiliser moins que ça. On l'a expliqué par certaines raisons, comme l'exemption du paiement de la TVM entre-temps pendant la Covid. Donc certains véhicules n'ont pas pu payer cette taxe-là. Toujours est-il que les 30 milliards, c'est beaucoup, mais c'est pas encore, ça ne suffira pas. Mais ça fera, et c'est beaucoup d'argent. Mais les travaux aussi sont énormes. Le Togo a besoin des routes, le Togo a besoin d'entretenir celles-là qui sont là. Le Togo a besoin de désengorger les zones rurales parce qu'il y a plusieurs localités dans lesquelles c'est difficile d'y aller, et surtout dans les zones agricoles où il faut acheminer aussi les récoltes, les produits agricoles vers les marchés, vers certaines zones urbaines. Donc tout cela fait que une bonne partie de cet argent-là va au ministère en charge du désenclavement et des pistes rurales, qui va aussi financer certains travaux. Et on peut quand même se féliciter parce que c'est dans un contexte assez difficile. On sort un peu de la pandémie, on tombe dans la guerre russo-ukrainienne, et tous ces opérateurs économiques qui contribuent à renflouer les caisses de la SAFER ne sont pas forcément en bonne santé financière, mais 30 milliards, c'est déjà ça. Espérons que cet argent soit utilisé à bon escient. C'est la question que je voulais poser à mon homonyme. Une chose est d'engager, trouver 35 milliards sans que les Togolais ne soient toujours satisfaits, parce que là, depuis que la SAFER a commencé à travailler, nos routes, c'est vrai, s'améliorent de plus en plus, mais les pistes rurales, il y a encore des fermes inaccessibles. Là, on ne comprend pas. Oui, moi, personnellement, je crois qu'il faut tout simplement auditer tout ce fonds-là, et pour la SAFER, pour savoir réellement si les fonds qui ont été récoltés servent forcément à entretenir les routes ou à faire autre chose. J'attends forcément le rapport de la Cour des comptes. La Cour des comptes là-dessus. Là, pour pouvoir m'exprimer là-dessus. Mais ce que je constate forcément, c'est que lorsque le gouvernement a rendu public ce résultat, puisque nous n'avons pas eu le rapport, le gouvernement, c'était une communication qui est passée sur le fonds de la SAFER. Et donc, le résultat, le gouvernement a annoncé ce résultat. Mais qu'est-ce que je dis? Mais le gouvernement n'a pas donné suffisamment d'informations pour que nous puissions analyser à fond comment on a pu avoir ces 30 milliards et à quoi ça a servi. Cela a servi et comment, dans quelles conditions, etc. Puisque les populations continuent quand même par réclamer des choses. Il y a ces routes que nous considérons comme des routes principales qui sont parfois dans des états un peu délabreux qu'il faut forcément faire. C'est-à-dire, à un certain niveau, il faut prendre une décision, je peux dire une décision politique. Je ne peux pas comprendre que sur la nationale numéro 1, la nationale numéro 1, c'est cette route qui quitte Lomé pour aller à Saint-Cassé. Et c'est sur cette route-là que passe la majorité des transporteurs qui amènent des choses vers les pays de l'Interland avec lesquels nous
commerçons beaucoup. Oui. Et donc je crois que sur cette nationale numéro 1, on ne doit plus avoir des parties qui sont quand même cassées, etc. On trouve même des nids d'autruche sur cette route, c'est pas normal. Oui. Je crois que il faut prendre des décisions. C'est vrai qu'il y a des artères aussi qu'il faut essayer de réaménager, mais lorsqu'il y a une décision à prendre par rapport à tout ça, je crois que les routes importantes où passent les titans, les gros camions et tout ça, il faut que ça soit ça me rappelle le tronçon, je crois que c'est entre Notien et Atapamé ou après Aouda, je ne sais pas où encore. Parce que quand tu quittes, chemin de Croix. Quand tu quittes même Atapamé, avant d'arriver à Agny, donc il y a une partie là, franchement, les gros camions sont obligés de faire des détours, mais il faut et c'est dans ça que les accidents peuvent arriver. Oui. Malheureusement, le temps qui nous est parti est parti. J'avais voulu qu'on se prononce un peu sur ce qui se passe au Soudan et qui ressemble un peu au scénario russo-ukrainien. Mais je ne sais pas. Pas du tout. C'est un autre pourquoi ce rapprochement? Oui. Vous ne voyez pas le rapport? Non, je n'en vois pas. Ici, c'est un pays où des gens se lèvent parce que pour une question de leadership se déchirent, tuent les populations. Mais en Russie et en Ukraine, c'est la Russie qui a voulu prendre l'Ukraine comme un territoire russe et qui déchire ce pays. Merci d'avoir fait cette précision. Je ne sais pas. Non, je crois que ce qu'il voulait dire, c'est que derrière, il y a les puissances étrangères qui soutiennent les deux camps. Vous voyez, les deux généraux qui ont fait le coup d'État de 2021, donc qui ont chassé pratiquement cette transition civile, aujourd'hui, l'un veut prendre le pouvoir en fait. Peut-être ils veulent plus partager le pouvoir et sur des questions de réinsertion des paramilitaires et tout ça. Donc après, c'est qu'on sent qu'il y a plusieurs puissances derrière. Donc cette guerre-là qui n'est pas prête de s'arrêter, même si aujourd'hui on a pu négocier. Difficilement, même pas un cessez-le-feu, mais un couloir humanitaire juste pour soigner, apporter des vivres aux populations. Le cessez-le-feu en est encore un peu loin. La fin de la guerre, on ne l'imagine même pas. Mais s'il n'y a pas de cessez-le-feu, il ne peut pas y avoir de couloir humanitaire. Ça, c'est une évidence. Oui, c'est ça. En tout cas, c'est ce que les spécialistes disent. Mais je pense qu'ils vont trouver un moyen pour s'occuper des populations, parce que si on a pu permettre à toutes ces grandes puissances-là d'évacuer leurs ressortissants, c'est qu'il y a eu quelque part un petit cessez-le-feu. Et on peut aussi faire la même chose pour permettre aux cargaisons du programme alimentaire mondial, à la Croix-Rouge, à tous ceux qui donnent à manger, soignent ces Soudanais-là, qui sont terrés chez eux depuis plusieurs semaines. Et donc c'est assez difficile, mais après ça risque d'être une guerre assez longue parce qu'il y a beaucoup d'intérêts. Même là encore, on retrouve un peu la Russie et les Occidentaux en bas. Les tentacules sont partout. Voilà, c'est sur ce vu constaté de la part du côté du Soudan et avec votre lumière là-dessus par rapport à la confusion que j'ai failli se mettre dans la tête des téléspectateurs. Mais on se retrouve quelque part, c'est qu'il y a quand même cette main tendue des puissances, ou cette main, cette pression des puissances. Dans tous les conflits, on sent quand même les puissances quelque part. Ils sont toujours là. Heureusement que le Togo est un pays atypique. Et nous, les Togolais, on arrive à s'entendre sur ce qui concerne notre pays. Et ça, surtout sur l'essentiel. Merci, c'est donc sur ce constat que prend fin cette messe. Que je vous remercie, vous téléspectateurs, d'avoir suivi. Merci surtout à mes invités. Ils sont de haute marque. C'est des robinets de la parole. Et ils ont tenu. Et puis, toutes mes excuses à la régie. Nous avons empiété un peu sur le temps de la réalisation de l'émission. Merci à Maki Ibrahim au cadrage. Merci à Alexandre Tchalim. Merci à Nyon Makaka. Coucou spécial à tous ceux qui nous suivent à Déticopé.
au bar Pigeon. Si vous faites un tour à Déticopé, demandez à aller prendre votre petit pot. En l'occurrence, et puis un coucou spécial à Evra. C'est le patron du bar. Je profite pour rappeler aux candidats aux différents examens que nous sommes au mois de mai. Et qui dit mai, dit début des examens bientôt. Je profite également pour souhaiter des examens officiels. Bon examen de sport aux élèves de terminale qui commencent demain. Je leur souhaite beaucoup d'énergie dans les jambes, dans la poitrine, dans les mains. Pour ceux qui vont lancer le poids, beaucoup d'énergie pour ceux qui vont sauter, beaucoup d'énergie pour ceux qui vont courir. Beaucoup d'énergie dans la poitrine parce qu'on court avec les poumons. Et merci à vous, bon retour chez vous. Vous êtes Eric Johnson, patron du journal L'Union, et Germain Pouli, le patron du journal Togo Réveil. Moi, c'est Eric Tanandé. Je suis le prince héritier de l'Abina, le modérateur principal de cette messe. Il y a deux voies générales par lesquelles un gouvernement dégénère. Savoir quand il se resserre ou quand l'État se dissout. Il y a deux voies générales par lesquelles un gouvernement dégénère. Savoir quand il se resserre ou quand l'État se dissout. C'est de Jean-Jacques Rousseau. Bonne méditation et à dimanche prochain autour d'autres chapitres. Au revoir et bonne semaine.